Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. L'acronyme CFA signifiait Front des colonies françaises d'Afrique. Par la suite, il est devenu le Front de la communauté financière africaine pour les États de l'UEMOA et le Front de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de la CEMAC. Depuis les accords de Bretton Woods de 1945, cette monnaie est commune à la zone franc qui comprend 14 pays, auxquels s'ajoutent les Comores. Près de 155 millions de personnes utilisent le franc CFA qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment en France et en Afrique. Pour coller à l'actualité, dans ce numéro de Face à l'Afrique, nous allons justement parler des avantages et inconvénients de cette monnaie dans un premier temps et la possibilité de création de monnaie sous-régionale et pourquoi pas africaine dans un second temps. Face à l'Afrique, thème, le franc CFA, avantages et inconvénients, problématique de création d'une monnaie unique en Afrique. Invité, Philippe Até. Philippe Até est ancien ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. C'était en 2010, mais auparavant, Philippe Até était directeur général de la SOTRA, la Société de transport abidjanais. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans les structures bancaires. Il était d'ailleurs président du club de dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique francophone. Philippe Até est en exil ici en France depuis 2013. Mais avant, il a passé 2 ans et 7 mois d'exil au Togo, au Bénin, avant d'arriver fin novembre 2013 ici en France, comme je l'ai signalé précédemment. Face à l'Afrique, invité Jacques Thiambou Dituema. Il est docteur en économie de l'Université du littoral Côte d'Opale et professeur d'économie à l'Université du Moyen-Lualaba dans la province du Maniema, République démocratique du Congo, RDC. Jacques Thiambou Dituema est également spécialiste de l'économie des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et il est auteur de nombreux articles publiés dans des revues congolaises et internationales. Face à l'Afrique, invité Roger Balou. Roger Balou est économiste, ancien élève de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC. Il est diplômé de Télécom Paris. Il a été secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, chargé de la formation politique et syndicale. Militant des droits de l'homme, il a publié plusieurs ouvrages, essais et articles sur la crise ivoirienne, l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Il faut signaler que Roger Balou est secrétaire national chargé des relations avec les partis et les organisations membres de l'Internationale socialiste au Front populaire ivoirien. Alors, merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation pour parler du franc CFA. Alors, pour les jeunes générations, on va faire une incursion, n'est-ce pas, dans le temps, pour faire un peu l'historique de cette monnaie qu'on appelle franc CFA. Professeur. Le franc CFA, c'est une monnaie qui est à la fois française et africaine. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est gérée par la France, mais utilisée en Afrique. Mais cette monnaie a été mise en place officiellement en 1945, au sorti du deuxième conflit mondial, par le général de Gaulle, dans les colonies françaises d'Afrique. Mais au moment des indépendances, un certain nombre de pays africains l'ont abandonné, notamment le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, il y a d'autres pays africains qui continuent à utiliser le franc CFA, mais le franc CFA pose un réel problème auprès des élites africaines, que ce soit dans la classe politique ou auprès des experts économiques ou au sein de la société civile. Donc, les gens sont partagés. Il y a un camp qui aimerait qu'on puisse continuer à utiliser le franc CFA parce qu'il trouve à travers cette monnaie un certain nombre de gages, de garanties, et d'autres qui aimeraient qu'on puisse se retirer du franc
CFA. Alors on va rester, c'est pas sur l'historique, c'est pas si Roger Balou a quelque chose à dire, sur l'historique. Oui, je voulais juste ajouter que dans l'esprit du général, il s'agissait d'instaurer l'autorité monétaire de la France dans son empire colonial. Le schéma du franc CFA, on le voit bien à travers ce schéma-là. Aujourd'hui, c'est ce schéma qui se perpétue. Je pense que c'est important de comprendre cela. Fait au départ pour l'empire colonial, cet empire, d'une façon ou d'une autre, continue de se perpétuer. Monsieur Philippe Até, sur l'historique. Je ne me suis jamais empêché de rapprocher le franc CFA, à l'époque défini comme le franc des colonies françaises d'Afrique, comme une monnaie divisionnaire du franc français à l'époque. Qui était utilisé dans les colonies avant. Le franc français. Le franc français, oui, une monnaie divisionnaire pour ne pas qu'on ait les mêmes prétentions, tout en étant dans l'empire monétaire français. Pourquoi? Je fais le rapprochement toujours entre la double citoyenneté qu'il y avait dans l'empire français. Il y avait les Français purs et durs et assimilés, et puis il y avait les indigènes. Donc le franc CFA, franc des colonies françaises, était la monnaie des indigènes qui est venue remplacer l'ancien franc français qui avait cours sur l'ensemble des territoires français et colonies françaises. Voyez-vous, donc c'est une monnaie de seconde zone, juste pour capter donc le commerce et les échanges. Mais je voudrais préciser que pour moi, le franc CFA n'est même pas une monnaie à proprement parler. Cette monnaie est souchée à la direction du Trésor français, alors que la monnaie française est gérée par la Banque de France. Et aujourd'hui, même en tant que membre de l'Union européenne, la Banque de France continue toujours de gérer la partie française de l'euro. Nous, notre monnaie n'est gérée par les banques centrales que nous avons, ne sont que des banques centrales de nom, attachées au Trésor. On va y revenir. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que depuis les accords de Bretton Woods, c'était, tout à l'heure, vous avez parlé de 1845. Alors, en 1944. Bon, mais les accords de Bretton Woods ont été signés en 1945. Alors, bon, le franc CFA, donc, depuis cette date, est la monnaie donc, qui est commune à 15 pays. Voilà. Alors, comment cette monnaie fonctionne-t-elle? Tout à l'heure, Philippe Até a parlé de la Banque de France. Alors, comment elle fonctionne, cette monnaie? Professeur Tiambou. Le franc CFA, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une monnaie qui est gérée par la France. C'est-à-dire c'est une monnaie qui est gérée par le Trésor français. Donc, il y a... je vais rebondir sur ce que monsieur le ministre a dit. Donc, il y a dans des zones CFA de banques centrales. Mais ces banques centrales n'ont pas autorité à émettre de la monnaie. Par exemple, je vous dis, donc tout, ou soit prendre une décision pour la dévaluation de la monnaie. Donc tout est décidé au niveau de la France. Donc à voir cela, donc, on a l'impression que le franc CFA n'est pas une monnaie des Africains, mais c'est une monnaie française imposée aux Africains. Oui, je voulais peut-être ajouter que la Banque de France en fait, centralise les réserves de change de nos États, de nos banques centrales. Normalement, nous devons déposer sur un compte d'opération 50% de nos réserves. Et c'est justement en contrepartie de cela que la Banque de France et surtout le Trésor, la Banque de France est obligée, ou du moins gère l'émission monétaire sur nos territoires. Donc c'est elle qui conduit nos politiques monétaires, parce que c'est ce qui permet justement de garantir la stabilité de la monnaie. Le Trésor français, lui, va surtout surveiller nos politiques budgétaires. Parce qu'il faut savoir que nous avons obligation de ne pas tomber au-delà de 20%, c'est-à-dire que quand on a 20% de nos recettes, on a un déficit de 20% de nos recettes, le Trésor français nous fait des avances, mais au-delà,
nous sommes obligés d'aller emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. Donc voilà un peu le mécanisme, c'est-à-dire un mécanisme qui est fait depuis la France. Les conséquences, c'est qu'en contrepartie des réserves que nous déposons, ils gèrent notre politique monétaire, la France gère notre politique monétaire, mais elle gère aussi notre politique budgétaire, d'une certaine façon. Philippe Até, sur le fonctionnement de cette monnaie. Sur le fonctionnement de cette monnaie, nous nous sommes installés, en parlant donc des deux banques centrales, dans une sorte de paresse intellectuelle. Nos deux banques centrales administrent la monnaie qui est en circulation sur nos territoires, mais ne font pas de la gestion de la politique monétaire, comme l'a expliqué M. Gbalou, parce que ces banques centrales n'ont pas ce pouvoir-là. On le voit bien. Vous savez, quand vous entendez dans les économies développées les taux directeurs indiqués par la Banque centrale, on dit la Banque de France ou bien la Banque européenne, fixer un taux directeur, on retrouve la répercussion de cette décision sur le marché monétaire, sur le marché financier, sur le marché des prêts et des emprunts. La Banque centrale n'a pas d'influence en ce qui concerne la gestion de l'économie dans nos États. Tout ce qu'ils ont comme influence, c'est à travers la politique des réserves obligatoires, c'est de pomper l'argent en circulation, soi-disant pour traquer l'inflation, de pomper l'argent des banques pour restreindre la possibilité aux banques de financer les économies. C'est une autre réalité que nous avons. Je le dis tantôt, le thème de l'émission, c'est face, dans ce numéro de Face à l'Afrique, c'est donc sur le franc CFA. Vous en avez parlé, cette monnaie fait couler, il y a un débat qui est ouvert sur cette monnaie, il y a ceux qui sont contre cette monnaie, il y en a ceux qui sont pour. Alors justement, on va aller droit au but. Quels sont les avantages de cette monnaie pour les pays africains qui l'utilisent? Les avantages du franc CFA pour les pays qui les utilisent, elle garantit la stabilité, et en plus, elle permet et facilite les échanges. Donc, elle permet d'une certaine manière une intégration économique et monétaire régionale ou sous-régionale, si vous voulez bien. Donc, c'est déjà beaucoup comme avantage. Je ne sais pas si... Ce sont les principaux avantages, mais on verra que ces avantages sont aussi des défauts. On le verra dans la discussion, ces avantages constituent des inconvénients majeurs. On verra cela. Philippe Até, les avantages, parce que cette monnaie a quand même des avantages. Voilà. Quels sont les avantages de la monnaie? Tout à l'heure, mon prédécesseur, il y a des avantages certains, mais ces avantages portent le germe des inconvénients. Mais je vais vous illustrer ça pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y a des avantages. Le désordre monétaire, effectivement, dans les zones où il y a le CFA, n'existe pas, puisque nous avons l'autorité coloniale française qui y veille. Ce n'est pas la gouvernance de nos États qui donne cet avantage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gouvernements français successifs disent que c'est un cadre de stabilité qu'ils nous offrent. Et ils s'en vantent, avec raison, ma foi, parfois. Parce que quand nous voyons les expériences d'un monétaire passé, soit les Occidentaux eux-mêmes les ont bousculés pour que ça fasse un échec, soit nos dirigeants, avec la mégalomanie qu'on connaît, on pensait que c'était le pouvoir de création d'émissions monétaires, était un pouvoir également aussi des vies au roi. Mon collègue invité de la RDC qui est bien placé pour savoir que lorsque le Zaïre, à l'époque, le président Mobutu, avait créé le Zaïre monnaie, il avait été créé avec une parité de 1 Zaïre égale 2 $. Nous étions jeunes à l'époque et c'était une grande fierté pour nous de voir un pays riche, comme le Zaïre à l'époque, créer une monnaie dont l'unité de compte valait 2 unités de compte de dollars. Mais très rapidement, que c'est devenu. J'ai été plusieurs fois à Kinshasa, puisque j'étais administrateur d'une banque là-bas, et
quand il y avait les livraisons de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque par la banque du Zaïre, oui, tout le monde savait que la première livraison se faisait sur le bateau du maréchal. Il se servait et c'est le reste qui partait à la banque centrale. Donc, voyez-vous, donc et le lendemain, tout ce qu'il avait reçu était mis sur le marché pour rafler toutes les devises qu'il y avait sur la place. Donc, il contribuait lui-même ainsi à casser la figure donc, à la monnaie. Donc, on a eu également aussi, avec des taux d'inflation, à l'époque, les banques facturaient des taux d'intérêt de 300%, mais loin de la réalité de l'inflation qui était plutôt à 1000%. On a eu le même cas avec le Zimbabwe, dont j'aime bien le président, mais au niveau de la gestion monétaire, oui, donc c'est ce désordre monétaire-là que ça nous évite. Donc c'est une réalité qui n'est pas contestable, mais en même temps, ça... Bon, le franc CFA, on peut dire, existe depuis 70 ans et connaît beaucoup de critiques. Hein. Connaît beaucoup de critiques. Les opposants à cette monnaie commune estiment qu'elle est la preuve, n'est-ce pas, d'une survivance coloniale. Alors, on y vient. Quels sont les inconvénients, justement, de cette monnaie? Tout à l'heure, Roger Balou parlait d'avantages qui sous-entendent des inconvénients. Oui. Allez-y, professeur. Les inconvénients de cette monnaie, c'est que c'est une monnaie qui, donc lorsqu'un État ne peut pas battre sa propre monnaie, donc il y a là une perte de souveraineté. Parce que la monnaie est par essence l'expression d'une souveraineté nationale. Donc le fait que cette monnaie est émise à l'étranger, donc retire aux autorités économiques et politiques africaines le pouvoir, un instrument de pouvoir économique qui est la politique monétaire. Ça, c'est déjà un souci. Et par ailleurs, d'autres désavantages, d'autres inconvénients de cette monnaie. Donc cette monnaie qui est censée favoriser l'intégration régionale dans les zones CFA, hein, ne la favorise pas parce que, en théorie, la convertibilité du franc CFA de la partie de l'Afrique centrale et le CFA de la partie de l'Afrique de l'Ouest devait être parfaite. En théorie, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi la convertibilité? Mais quand on échange, donc on devait échanger cette monnaie sans pour autant nécessiter des frais. L'Afrique occidentale, oui. Moi je viens d'Abidjan, je vais par exemple à Kinshasa. Non, au Congo-Brazzaville, parce que Kinshasa n'utilise pas le franc CFA. Au Congo-Brazzaville, je ne peux pas utiliser le franc CFA. Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA, vous devez donc, le convertir en CFA de la zone d'Afrique centrale. Et non, ça devrait se faire sans frais. Mais en pratique, cela se fait... C'est la même monnaie. Absolument. Mais ça génère des frais. Et donc, ça représente déjà un frais pour l'intégration régionale et voire pour dynamiser les échanges entre les régions. Roger Balou. Il y a plus, effectivement, il a parlé de quelques des arguments politiques. Moi, je voulais surtout revenir sur les arguments économiques. Il y en a un qu'il cite, c'est-à-dire, puisqu'on dit généralement que parce qu'on a une monnaie unique, on devrait pouvoir beaucoup échanger. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire, dans la pratique, on voit que nos échanges se limitent à seulement 14%. Donc, le taux d'échange, enfin les échanges entre les États d'une même union, voilà, d'une même zone. Donc, je vais dire que c'est faible, parce que ça fait quand même depuis plus de 70 ans, on va dire. Voilà. Donc, c'est faible. Parce que quand on compare, par exemple, en France, c'est 60%. Enfin, dans la zone euro, c'est 60%. Voilà. Donc, c'est faible. Donc, ça n'a pas... Bien entendu, il y a d'autres arguments. On dirait qu'il y a aussi les routes qui entrent dans les échanges, etc. Mais c'est vrai. Mais la monnaie devrait pouvoir jouer un rôle majeur. Et là, on voit que ce rôle-là
ne l'est pas. Il y a un autre argument qui est là, qui est que parce que nous sommes arrimés à l'euro, notre monnaie elle est forte. Et forcément, ça pénalise nos exportations. Cela agit comme si c'était une taxe sur nos exportations, mais en même temps que ça pénalise nos exportations, ça avantage les importations. Cela agit comme une subvention aux importations. Donc ça, c'est un problème. Voilà. Et puis, le ministre a parlé tantôt du crédit, de la question du crédit. Chez nous, dans notre zone, le taux de crédit est seulement de 23% dans les zones... dans l'Afrique occidentale. Voilà, 23%, contre 100% dans la zone euro, contre 300% aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas de crédit, le ministre en parlera mieux tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas d'abord s'équiper, les ménages ne peuvent pas s'équiper parce qu'il faut emprunter pour s'équiper. Or, les banques, ce que les banques font, c'est de gérer, enfin, elles ne gèrent véritablement pas, mais elles compriment la masse monétaire, puisqu'elles n'ont pas la possibilité d'émettre. Voilà. Voilà. Et que nos banques centrales veillent surtout à ne pas que l'inflation se lève. Voilà. Donc, le taux de crédit est faible, on ne peut pas consommer, mais on ne peut pas aussi investir. Les entreprises ont besoin d'emprunter de l'argent pour investir. Et là, l'économie est faite de telle sorte que ce n'est pas possible. Voilà. J'ai parlé de l'inflation, c'est-à-dire que finalement, nos banques centrales, leur seul rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation. Comme si la monnaie était complètement neutre. Mais ça, on en reparlera après. À vous écouter, ça veut dire que ces banques centrales n'ont aucun pouvoir? Nos banques centrales n'ont jamais eu de pouvoir, mais bon, voilà, elles n'ont pas de pouvoir. Bon, Philippe Pathé, vous qui avez fait... Oui, allez-y. Donc, je vais m'inscrire en faux par rapport à ce que vient de dire mon voisin. Vous savez, hein, d'ailleurs, moi, je crois que c'est un avantage que le franc CFA soit arrimé à l'euro. Parce que si vous regardez l'Afrique, d'un point de vue, donc sur le plan mondial, d'un point de vue économique, l'Afrique ne représente rien. Ne représente que 2,4%. Oui, dans le commerce mondial. 2,4% des exportations et 4% d'importations. Le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro, donc ça avantage les pays qui l'utilisent. Mais ça, c'est une réalité que nous ne devons pas nier. Hein? Donc le franc CFA ne peut pas être la mère de tous les mots africains. Donc, ça, c'est un avantage considérable parce que le fait qu'il soit arrimé à l'euro permet aux pays de la zone de pouvoir s'équiper facilement à un coût moindre que les pays qui sont hors du franc CFA. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais Philippe Pathé. Enfin, en fait, ouais. je comprends le professeur sur l'avantage d'être arrimé à l'euro. C'est ce que nous disions tantôt, la stabilité monétaire, le fait qu'il n'y ait pas de désordre monétaire. Il faut savoir qu'à l'origine, dans les accords de coopération, ce que demandait la France, c'était 20%. C'est comme une prime d'assurance de 20% que nous payons pour que nous ayons la garantie de notre monnaie. Mais nous, en tant qu'autorité africaine, nous avons fait du zèle pour aller jusqu'à 50%. Et même parfois jusqu'à 80%. Vous savez, le chiffre de 23% de taux de crédit en nos économies, ce n'est pas né du hasard. Quand vous avez 20% qui vous sont restés disponibles, ce sont les 20% là que vous pouvez injecter pour le développement de l'économie. Quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, le taux de crédit à l'économie est de 120%. C'est-à-dire, pour ceux qui nous regardent... C'est-à-dire que lorsque, avec les banques, quand je vais prendre un crédit à la banque, on a de la facilité à emprunter, notamment pour financer les investissements. Et les taux de crédit permettent donc de faire cela. Vous savez, ici, en France, lorsque vous allez investir dans l'immobilier, les taux de crédit sont tombés jusqu'à 1,5%. Essayez d'aller investir en Côte d'Ivoire ou dans nos pays d'Afrique. Vous n'aurez pas de prêt immobilier même à 5%. Vous allez avoir des prêts immobiliers. Les meilleurs taux qu'on vous offre, c'est de 12%
ou bien de 15%. Comment vous pouvez investir? C'est la déconnexion des taux d'intérêt dans l'économie par rapport au taux d'intérêt réel. Parce que quand on est arrimé à l'euro, on doit avoir les avantages de l'euro. Or, parce que nos économies sont faibles. Oui, parce que c'est un arrimage artificiel. C'est un arrimage administratif. Donc, il n'y a pas de souplesse. Une monnaie se caractérise par sa souplesse de gestion. On est rigide. On dit que nos États n'ont pas, pour pouvoir dévaluer ou bien ajuster la monnaie, elles doivent s'entendre. Mais en fait, les États ne s'entendent pas. C'est la France qui décide à un moment donné, boum, vous avez taux dérivé, hop, on fait un ajustement de 50%. Allez-y. Oui. Monsieur Attier, vous savez les problèmes de crédit. Les banques africaines sont des banques commerciales qui octroient des crédits auprès des ménages, auprès des entreprises. Mais ces banques africaines ne sont pas mieux adaptées à ces contextes. Vous voyez, s'ils limitent les taux de crédit, c'est parce qu'ils ne peuvent pas octroyer des crédits à l'aveugle, parce que les risques sont assez élevés. Et lorsque les risques sont assez élevés, les taux de crédit sont aussi assez élevés. La preuve, vous savez, il y a le système de cotation des pays. Les pays qui ont la cote AA empruntent sur le marché financier à un taux faible, que les pays à risque. Parce que les pays à risque, si les taux sont élevés, c'est les prix qu'ils payent. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Là, le banquier, donc, il vous octroie un prêt, mais en se disant, il ne sait pas si vous allez le rembourser. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. D'ailleurs, il y a aussi un souci qu'il faudrait savoir qu'il y a en Afrique noire, subsaharienne, il n'y a que 12% d'individus adultes qui sont bancarisés. Et les banques africaines octroient rarement des prêts à des ménages et à des entreprises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit en Afrique l'émergence des institutions non financières qui viennent concurrencer les banques classiques mais sur le marché pour l'octroi de crédits et qui le font à des taux prohibitifs. Est-ce que le fait que le taux de crédit soit élevé, est-ce que le fait que ceux qui ont des projets de créer leur entreprise n'ont pas accès à des financements, est-ce que ce n'est pas le fait que les gouvernements et les États africains n'ont pas leur propre monnaie? Est-ce que c'est ça? Non, non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai fait 4 ans au Ghana. Oui, mais le Ghana a la monnaie à son Sidi. Voilà. Et au Ghana, on a facilement accès au crédit. Les banques en Afrique n'ont jamais autant été profitables que maintenant. Moi, quand je prends les banques de la zone franc, vous voyez des banques qui ont un capital de 15 milliards de francs CFA, ou de 20 milliards de francs CFA, et qui sortent des profits nets après un pot de 30 milliards. C'est ça que nous... Oui, ces banques là sont en surliquidité. Vous êtes un ancien banquier et vous le savez bien. Mais quand ces banques prêtent, donc préfèrent prêter aux agents extérieurs qu'aux agents nationaux. Nous, nos économies sont extraverties. L'épargne qui est collectée dans nos pays, même malgré le taux de bancarisation de 12%, est énorme, l'épargne qui est collectée. Mais sur cette épargne qui est collectée, lorsque une banque, parce que c'est d'abord les banques dont les maisons mères sont en France, représentent 80% donc, des opérations bancaires dans nos États, 80%. Et donc le financement de l'économie nationale ne se fait pas. Et le peu qui reste est raflé par les banques centrales pour grossir les réserves qui sont au Trésor et à la Banque de France. Donc nous faisons un zèle, au lieu de nous contenter des 20% qui nous sont demandés, on va même jusqu'à 80%. Je ne sais pas si vous avez écouté le président de la commission de la CEDEAO récemment, le mois dernier, qui disait bon, faut peut-être pas vouloir détruire le franc CFA tout de suite, mais au moins des réformes à faire. Voyez-vous, ça va déjà dans le bon sens. Les réformes à faire, c'est la souplesse de gestion au lieu de la rigidité. Cette rigidité fait qu'aujourd'hui, les balances commerciales de nos États deviennent une à une déficitaires. Puisqu'il est plus facile pour nous d'importer
les plus, voilà, on va le plus facile pour nous d'importer. Le problème que nous posons, c'est vraiment cela, le principal problème de nos pays. Comment on se développe? On ne peut se développer que grâce à notre épargne nationale. C'est-à-dire qu'il faut que les banques prêtent pour que l'industrialisation se fasse. C'est l'épargne qui engendre l'investissement. Voilà. Et donc, si on ne peut pas investir sur place, si les nationaux ne peuvent pas investir, parce que la banque, elle a intérêt à collecter cette épargne et à la placer à l'extérieur, à la placer en France. Et les compagnies d'assurance, comment pensez-vous que les compagnies d'assurance chez nous fonctionnent? Elles collectent l'épargne, mais elles vont par la suite. Donc, c'est une fuite. Et ça pose un réel problème de développement. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on sera toujours dans cette situation. Mais moi, je vois par là un problème de mauvaise gouvernance. Donc, c'est un problème. On applique des politiques économiques qui sont inappropriées aux réalités africaines. Donc, j'ai l'impression, je l'ai toujours eu, que les chefs d'État africains n'aimaient jamais le développement. Parce que, moi je dis, ça fait plus de 50 ans que nous sommes aujourd'hui indépendants et nous sommes toujours au même stade. Au même stade. Donc, aucun pays n'a pu faire un saut qualitatif dans le développement. Prenez l'exemple du Congo, donc RDC, les pays dont je suis originaire. Au sortir, donc aussitôt après l'indépendance, les Congos avaient un niveau de vie comparable à celui du Canada et de la Corée du Sud. Dégager un PIB, les PIB que les Congolais, c'était presque pareil au Canada. Mais 30 ans ou 40 ans plus tard, le Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Comment expliquer cela? Cela s'explique par par la mauvaise gouvernance, de mise en place des politiques hasardeuses, donc des arbitrages maladroits. Donc c'est ça. D'accord, on va progresser. Tout à l'heure, vous en avez parlé. L'un des avantages pour les pays africains de l'utilisation du franc CFA, donc ça permet au système, n'est-ce pas, de garantir un cadre sûr dans une zone où le franc CFA a beaucoup d'intérêt économique et les liens commerciaux avec la France, bien sûr. Voilà. Est-ce que l'indexation du franc CFA à l'euro et le fait qu'il soit une monnaie forte, vous en avez parlé, ne facilite pas l'investissement des entreprises françaises en Afrique? Ça facilite effectivement les investisseurs français. Ils sont avantagés. Je vais dire, un Français qui vient en Côte d'Ivoire, quand il a 1 euro, chez nous, ça fait 655 euros. 655 francs CFA, au moins. Ouais. Voilà. Donc, forcément, du coup, il arrive avec un capital qui est beaucoup plus élevé, d'accord? Il peut donc investir. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans nos économies, ce sont les entreprises françaises qui détiennent le monopole, qui ont vraiment la même mise sur nos économies, parce que c'est elles qui ont de l'argent. Revenons maintenant à un investisseur national. Un investisseur national, s'il veut investir, déjà, il est confronté à un problème de crédit auquel il ne peut pas accéder, d'accord? Mais après coup, quand il observe, il voit que pour lui, il est beaucoup plus avantageux d'importer le poulet, par exemple, et de le vendre plutôt que de faire une ferme. C'est beaucoup parce que ça revient beaucoup. La tomate, nous pouvons très bien produire la tomate chez nous. Nous consommons la tomate, les tomates en conserve. Mais ça vient d'Italie, ça vient d'Espagne. Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour celui qui a un peu d'argent, le national qui a un peu d'argent, d'importer des tomates, d'importer de la viande, parce que nous pouvons très bien élever des bêtes, etc. Voilà. Donc, c'est cela. L'économie, l'industriel français, l'industriel de la zone euro est avantagé à venir investir chez nous pendant que nous tournons à rond. Voilà. Moi, je dirais, vous savez, certes, il y a des investissements français dans les pays de la zone franc CFA. Disons européen. Donc oui, européen. Le marché est ouvert. Mais rassurez-vous que les Italiens, les Turcs, parmi les pays qui attirent les investissements directs étrangers, vu que la zone CFA utilise une monnaie qui est stable, arrimée à l'euro, mais ce ne sont pas ces pays qui attirent la majeure partie des investissements
des investissements étrangers en Afrique, ce ne sont pas les pays de la zone franc. C'est le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui, malheureusement, sont en dehors de la zone franc. Et la Chine et l'Inde. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous vous souvenez que les Américains et les Européens se plaignent du fait que la Chine sous-évalue sa monnaie. Ils aimeraient que la Chine puisse réévaluer. Donc c'est ce pouvoir de gestion monétaire là, qui fait qu'ils font exprès de sous-évaluer leur monnaie. Et donc, face à la Chine, nous ne serons jamais compétitifs. Nous n'avons pas la puissance de l'économie chinoise, ni européenne, et nous avons la puissance de la monnaie équivalente à l'euro. Donc, nos produits, lorsque nous fabriquons sur place, nos produits sont forcément non compétitifs. Parce que ça s'est valorisé avec une monnaie qui est forte, qui est chère. Donc, on n'a pas intérêt, comme l'a dit Balou tout à l'heure, on n'a pas intérêt à produire chez nous. Il est plus facile pour nous d'importer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la Côte d'Ivoire, depuis 1980, où elle avait eu accidentellement, en 81, pendant la crise, une balance commerciale négative, depuis 2015, notre balance commerciale est appelée à être négative. Je ne sais pas comment ils vont redresser ça. Et donc, la monnaie est un élément de gestion de l'économie. Mais comme cette monnaie ne nous appartient pas, cette gestion ne peut pas être faite en faveur de nos économies. Elle ne peut être faite qu'en faveur des économies européennes. Et pour tous ceux qui comprennent, comme les Chinois, avec leur monnaie faible par rapport à l'euro, ben, ils vont que nos marchés et nous, on est appelés à... Monsieur le ministre, vous devrez savoir que nous, les Africains, qu'est-ce que nous exportons? Si nous voulons doper notre commerce extérieur, nous devons beaucoup plus exporter. Mais qu'est-ce que nous vendons à l'extérieur? Parce que les exportations représentent une demande pour nos entreprises africaines, que je dirais des fois nationales, parce que je considère l'Afrique comme étant une nation. Mais c'est parce que nous ne savons pas manufacturer. Qu'est-ce que nous... Donc, nous ne savons pas manufacturer. Nous exportons des produits qui sont des produits primaires. Des produits primaires. Ça, c'est une décision politique. Oui, mais ces produits donc, dépendent, sont tributaires mais professeur, de termes d'échange. est-ce que ça aussi, ce n'est pas une conséquence du système colonial qui fait que nos produits qu'on exporte sont... notre économie est essentiellement extravertie? Ça va être tourné vers l'extérieur. Mais pourquoi? C'est une décision politique. Ce n'est pas une tare, disons, de naissance que de ne pas savoir transformer. C'est une décision. La Corée du Sud, vous avez donné l'exemple tout à l'heure, en 1960, il y avait le même niveau. N'était pas plus industrialisé que... Non, pas du tout. Que la Côte d'Ivoire, que le Congo. Le savoir-faire, il est humain. Oui. Ce sont des process qui sont à notre portée. Absolument. Mais absolument. Mais moi, nous ne voulons pas. Mais nous ne voulons pas. En plus, vous savez, mais la Corée, prenez l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, pour atteindre le niveau qui est le sien aujourd'hui, ces pays a dû s'appuyer sur un capital humain de qualité. Donc, la formation. Donc, c'est ça, les capitales. Moi, j'ai toujours dit, nos pays, nous qui sommes loin de la frontière technologique. Parce que ceux qui sont à la frontière technologique, ce sont des pays occidentaux. Eux, donc, c'est eux qui font reculer cette frontière technologique. Par exemple, jadis, il y avait les téléphones fixes. Maintenant, les fixes, après ce qui a disparu, c'est les portables. Vous voyez, donc là, il y a donc, une avancée technologique. Alors, ces pays, moi j'ai toujours dit dans la formation, ces pays devraient miser la formation dans ce qui concerne le 3e cycle, parce que ce sont des pays dont les économies et la compétitivité économique reposent sur les innovations. Mais par contre, chez nous, donc j'ai toujours dit, donc, nous devons miser sur un capital humain de qualité, c'est-à-dire miser sur l'enseignement primaire et secondaire. Si nous arrivons à bien former nos enfants dans l'enseignement primaire et secondaire, je vous dis que ces enfants... En gardant le CFA.
On peut garder les CFA. La monnaie ne permet pas de développer un pays si les pays ne procèdent pas à un certain nombre de réformes. Bien sûr. Mais c'est ça. Moi, je voulais quand même revenir Roger sur ce que Balou, vous dites. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que, parce que vous avez bien souligné cela, c'est-à-dire que nous ne transformons pas nos produits sur place. C'est vrai que l'État peut encourager les transformations, mais c'est surtout le privé. C'est surtout le privé, voilà. Et le privé ne peut pas emprunter. Parce que, je vais dire d'abord, nous sommes tous d'origine paysanne et autres. Nous n'avons pas les capitaux qu'il faut pour construire une industrie. Et même quand on a de l'argent, on recourt toujours à une banque. Chez nous, les banques ne prêtent pas pour transformer. Chez nous, les banques ne prêtent pas pour, par exemple, faire du riz, etc., etc. Voilà. Donc, forcément, nous sommes handicapés. La monnaie joue ici vraiment en notre défaveur, en défaveur de l'industrialisation de l'Afrique. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas vraiment s'en cacher. Bon, on va avancer parce que moi j'ai des préoccupations que je voulais mettre sur la table pour qu'on en parle. Est-ce que la France gagne vraiment de l'argent avec les fameux 50% de réserves que les banques, enfin les pays africains déposent à la Banque de France? Parce qu'on dit par ailleurs que chaque année, la France réserve un peu d'argent aux pays africains de la zone franc. Est-ce que la France gagne de l'argent avec les 50% des réserves? Mais forcément, parce qu'auparavant c'était 100%, jusqu'en 60%. Donc 100%, mais ces réserves sont quoi? Qui reprend ces réserves? Ce sont les recettes des exportations que les pays de la zone franc. Pour être concret, si par exemple le Congo, RDC, votre pays, exporte par exemple le coltan, bon, admettons que le Congo soit une zone franc CFA, quelle est la procédure? Pour expliquer justement cette affaire de réserve. Oui, donc, on peut prendre la Côte d'Ivoire, par exemple, oui, bon, le cacao. Mais qui exporte 500 millions, le cacao d'une valeur de 500 millions. Les 500 millions, la Côte d'Ivoire va les placer dans des comptes d'opération ouverts auprès de la Banque de France. Donc, bon, jadis, ces comptes n'étaient pas rémunérés. Donc, c'est comme si le pays africain faisait un crédit à taux zéro à la Banque de France. Donc, en plus, un crédit obligé. Ils ne le font pas par leur propre volonté, mais ce sont des accords. Vous savez, l'économie, c'est comme la politique. Il y a toujours un dominant et un dominé. Alors, nous sommes des dominés. Donc, si les hommes politiques africains jusqu'à présent n'arrivent pas à renégocier tous ces accords, c'est parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Hein? Est-ce que même ça ne les arrange pas? Les hommes politiques, justement. Mais ça pourrait les arranger, du moment où ils poursuivent leur intérêt particulier. Mais s'ils avaient quand même cette dimension d'homme d'État, j'en connais quelques-uns en Afrique, notamment Thomas Sankara, Marien Gouabi. Bon, n'en parlons pas de Lumumba, les Lumumba et les autres sont nos pères d'indépendance. Donc, ils auront pu peut-être négocier Besseto. Mais souvenez-vous quand même qu'à une époque, le président Houphouët-Boigny avait créé un précédent quand il avait refusé de rembourser les FMI. Donc c'est aussi un courage politique. Donc il faut que les hommes politiques, s'ils poursuivent l'intérêt collectif, il faut qu'ils aient quand même un certain courage politique d'abonder dans ce sens. Vous avez dit que l'argent que les pays africains, la zone franc, déposent à la Banque de France en vendant leurs produits, leurs matières premières. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire vend pour 500 millions de cacao, cet argent reste à la Banque de France. Oui. Donc, et représente un crédit pour la Banque de France. Bien sûr. Mais cet argent appartient à la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui envoie son cacao. Oui, mais, la Côte d'Ivoire n'a pas cet argent dans ses caisses. Donc, mais cet argent se trouve dans la poche d'autrui. Bon, je ne comprends pas bien m'adresser aux banquiers. Les recettes d'exportation de nos États sont domiciliées
donc sur le compte du Trésor. L'argent appartient à la Côte d'Ivoire. Oui, oui, mais c'est domicilié sur le compte voilà, de Trésor à la Banque de France. Et c'est, dans le schéma actuel, c'est 50% seulement qui nous est remis à disposition. C'est-à-dire sur les 50 millions, 500 millions que la Côte d'Ivoire devrait percevoir, oui, on donne la moitié. Voilà. Et le reste garde à la... Et c'est 250 millions, mais c'est en milliers de milliards en réalité. C'est en milliers de milliards qu'on agrège toute la zone. Donc ces fonds-là ne sont pas rémunérés. Vous vous souvenez, il y a une mise au point qui avait été faite au président de Guinée équatoriale, parce qu'il avait gardé une partie de ces fonds-là dans les comptes de correspondants de banques américaines. On l'a sommé de rapatrier ces monnaies. Donc c'est de l'argent, c'est de la trésorerie qui est mise à disposition du Trésor français. Au départ, gracieusement, c'est avec les petits grincements de dents que maintenant on commence à rémunérer, mais je ne sais même pas à quel taux on rémunère, puisque le taux de rémunération en zone euro est très faible. Donc c'est gratuit. Donc on supporte les États de la zone franc, on a beau dire, même si nos exportations ne représentent que 1% de l'exportation mondiale, mais le 1% au moins doit nous ramener un peu... le 1%, c'est quand même en milliards de dollars, hein, que ça puisse nous revenir. Or ça, ce n'est pas le cas. Ça ne revient pas et c'est ce que les plaintes de la société civile là, qui font qu'on obtient ça. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le président de la commission de la CEDEAO disait, mais enfin, on peut faire quand même certaines petites réformes en disant que au lieu de 50%, 80%, il y a peu de temps même, qu'on en revienne peut-être à 20%. Parce que en fait, c'est le ticket d'assurance que nous payons. Donc, si je vous comprends très bien, le fait de déposer une moitié des recettes d'exportation à la Banque de France est un manque à gagner pour les pays de la zone franc. Absolument. Mais c'est des ressources. C'est ce que notre collègue, l'ancien ministre togolais disait. Nabucco, ce sont des ressources qui manquent à nos économies pour financer l'investissement. Voyez un peu le lien avec la gestion budgétaire. Quand vous prenez le budget de la Côte d'Ivoire, on finance, on n'a pas de ressources pour financer l'investissement. On va chercher des ressources pour financer en partie les investissements et même les dépenses de fonctionnement. Donc il nous manque ces ressources-là. Si ces ressources venaient en trésorerie, enfin, maintenant, sous réserve qu'il y ait la bonne gouvernance, c'est là où je vous rejoins. Le problème, c'est que malgré avec ou sans franc CFA, si on a un gouvernement qui fait de la mauvaise gouvernance, comme c'est le cas général dans nos États, c'est une plaie, ça, nous en convenons. Oui. Ce point, je vais compléter, M. Athé, pardon. Excusez-moi d'avoir écorné votre nom. Et il y a peu de temps, le président de la BAD avait dit si les États africains combattaient la corruption. Vous savez combien la corruption fait perdre aux pays africains chaque année 148 milliards de dollars. Alors nous sommes 54 pays en Afrique. Donc si on divisait par 54, donc c'est près de 3 milliards par chaque pays. On divise comme ça. Sous la table. Alors, raisonnez un moment. Si un pays, chaque pays africain, injectait 3 milliards de dollars chaque année dans son circuit économique, je vous dis, au bout de 10 ans, ce pays va se doter des infrastructures capables pour commencer à amorcer son développement économique. Alors, les fameux problèmes de nos pays, c'est de la bonne gouvernance. Professeur, tout à l'heure, vous avez parlé de... L'évasion aussi des capitaux. Des capitaux est liée aussi à la transférabilité illimitée dans le cadre des accords. D'accord, tout à l'heure, on l'a tous reconnu ici, le franc CFA est surévalué.
survalué. Quand l'euro est trop fort, vous l'avez dit et j'ai noté, et cette situation est bénéfique aux pays qui importent le pétrole et payent en dollars, vous l'avez dit également. Mais est-ce que cela pénalise naturellement les pays qui exportent et ils perdent de la compétitivité, les pays africains? Ça, vous l'avez dit aussi. Est-ce que les pays africains sont-ils libres de dévaluer leur monnaie? Je rappelle que depuis 50 ans, cette monnaie a été dévaluée une seule fois. Je m'adresse aux banquiers. Est-ce que les pays africains sont libres à partir du moment où il y a cet arrimage à l'euro? Mais la seule dévaluation qui a eu lieu en 1994 a été imposée par la France, le gouvernement français, à nos chefs d'État. Donc c'est dit qu'ils n'ont même pas la liberté de prendre une décision. Ils ne sont pas maîtres de cette monnaie. Donc ils ne peuvent pas prendre de décision là-dessus. C'est lorsque la France a commencé à voir que les comptes d'opération, le compte que nous alimentons, a commencé à baisser et qu'ils nous ont fait dévaluer pour nous rendre compétitifs un peu au niveau de nos exportations de matières premières pour remplir le compte d'opération. Non, nous n'avons aucune liberté. On n'est pas maître de cette monnaie. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Roger Balou. Voilà, je voulais peut-être dire que derrière justement cette posture-là, dont nous subissons les conséquences, il y a un véritable débat économique. C'est le débat entre les monétaristes d'un côté et de ceux qui croient dans les théories de Keynes. Que d'abord, les théoriciens, enfin la théorie quantitative de la monnaie dit que la masse monétaire en circulation a une incidence sur les prix, sur le niveau des prix. Et c'est ce qui est repris par les monétaristes, notamment avec Milton Friedman, qui disent que l'État ne doit pas du tout jouer un rôle dans l'économie. Au contraire, l'État a un rôle nuisible. Donc pour eux, l'essentiel, c'est vraiment de se battre pour maintenir un niveau très bas d'inflation. Et c'est cette posture-là qui est adoptée par nos banques centrales et qui est aussi appliquée ici en Europe. À côté de cela, il y a Keynes, c'est les théories keynésiennes, pour qui la monnaie n'est pas neutre. C'est-à-dire que la monnaie, c'est vrai, elle doit même booster l'économie, booster la demande. Voilà. Parce que finalement, derrière l'idée de faire de la dévaluation ou derrière l'idée de faire un peu d'inflation, c'est de susciter une demande forte, et donc derrière une demande forte. Voilà. Pour booster l'économie, pour susciter la croissance économique, etc. etc. Donc c'est ça le véritable débat. Voilà. Nous n'avons malheureusement pas la possibilité d'utiliser notre monnaie comme un levier économique. C'est ce que le ministre Mais est-ce que les pays africains de la zone franc, en Afrique centrale, en Afrique occidentale, avec les États, avec le gouvernement, n'ont pas cette possibilité de négocier avec l'État français? Non, le mécanisme est fait de telle sorte que notre politique monétaire, c'est pas nous qui avons... Nous n'avons pas... nous ne faisons pas de politique monétaire. La politique monétaire, elle est faite à notre place. C'est la France qui décide. C'est souvent aussi trop facile d'indexer. Non, mais c'est bien la suite. Ce n'est pas indexé. C'est bien la suite, d'accord. C'est avec des accords que cette monnaie existe. Oui, donc c'est pour cela que la seule alternative, c'est de sortir de l'euro. On en reviendra. Ce que je veux dire, à partir du moment où vous demandez à ce que notre franc CFA soit garantie, la convertibilité de notre franc CFA soit garantie par l'euro, eh bien la banque française, la Banque de France ou la Banque centrale a un droit de regard sur la masse monétaire en circulation dans nos pays. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal. Quand vous allez emprunter, M. Benzaoui, et je vous donne la garantie pour que la banque vous prête, mais j'ai un droit de regard sur l'utilisation que vous faites de l'argent, parce qu'au moment venu, si ça se passe mal, c'est moi le payeur. Et donc, c'est normal. Professeur Thiambou. Je vais revenir sur ce que mon voisin Roger vient de dire. Vous savez, quand vous évoquez les politiques keynésiennes, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont en dehors d'eux, qui ont leur propre monnaie? Prenons l'exemple d'un pays comme la Guinée, Conakry, et qui a des ressources
hein, naturelles, donc je dis énormes, minières, agricoles énormes. Mais ces pays est plus pauvre que le Sénégal, qui est dans la zone CFA, et qui n'a pas de ressources naturelles, tout ça qui n'a que le tourisme et l'arachide comme ressources. Donc là, je reviens à nouveau sur le problème de la bonne gouvernance. Donc comment vous utilisez les leviers des politiques monétaires ou des politiques budgétaires. Mais là où je suis d'accord avec vous, hein, je dirais, donc il faut, hein, parce que les politiques keynésiennes, certes, ont montré leur inefficacité dans les années 74 avec les chocs pétroliers, la crise pétrolière. Mais ce sont les politiques qui ont permis à l'Europe, notamment à la France, d'assurer les 30 glorieuses. Vous savez, si un pays connaît la croissance pendant 30 ans, mais c'est un pays qui s'enrichit. Et puis une croissance de l'ordre de 5%. Mais ces pays sont enrichis grâce aux politiques keynésiennes. Aujourd'hui, les organismes financiers internationaux nous imposent, sous prétexte de la mondialisation, d'adopter des politiques libérales. Cher à Milton Friedman, pas d'inflation, discipline budgétaire. Mais comment allez-nous faire pour financer notre développement? Nous aurons à nouveau emprunté auprès de FMI. Ça devient mais c'est un cercle vicieux. Oui, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, nous sommes devant un dilemme. Donc, nous, les Africains, donc, que les hommes politiques, je recommande à ce que les hommes politiques africains se mettent à table avec des économistes et d'autres experts pour voir donc, comment porter des réformes à ce que nous puissions sortir de ces pièges. Parce que je vous dis, monsieur Benzaoui, si les choses ne bougeaient pas, si on revenait ici dans 50 ans, la situation africaine sera toujours la même et voire pire. Donc selon vous, le problème n'est pas tellement le fait d'avoir une monnaie unique qui fait le problème, mais c'est le problème de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une monnaie unique. Mais si cette monnaie est mal gérée, donc elle va ressembler à une monnaie de singe. Donc, à quoi sert d'avoir une monnaie qui ressemble à une monnaie de singe? Donc, c'est la raison pour laquelle, pour que les Africains aient une monnaie unique, d'ailleurs, on va en arriver là, il faudrait un certain nombre de préalables. D'accord. M. Até, qui a été ministre, il sait bien qu'au niveau gouvernemental, même au niveau de la zone CFA, des fois, entre le gouvernement, ils ont du mal à se mettre d'accord sur la monnaie unique. Oui, mais sur la monnaie unique ou un certain nombre de mesures à prendre. Bien sûr. Oui. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, hein, j'ai noté, le droit de regard du Trésor français, le droit de regard du Trésor français sur les banques centrales africaines, hein, n'est-elle pas perçue comme une atteinte à leur souveraineté? Vous avez déjà répondu à la question, mais la question que je vais poser, c'est que les représentants français sont présents dans les conseils d'administration de ces banques. Quel est leur pouvoir exactement? Voilà. Parce qu'ils sont 2 ou 3 en Afrique centrale, dans le conseil d'administration. Bon, est-ce que c'est là le problème? Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir? Non. Si on les prend individuellement, ils n'ont pas un réel pouvoir. Mais si le système qu'il y a derrière. Mais si on regarde le mandat qui les a envoyés, c'est un réel pouvoir. Vous savez, j'ai dirigé le Fonds de solidarité africain, où tous les États avaient une voix au niveau du conseil d'administration à Niamey. Mais lorsque parfois certains administrateurs des États africains s'opposaient aux orientations du représentant français, moi j'ai vu des menaces. Toi, je te fais enlever du conseil d'administration, et ça a été fait. Donc je pense que c'est aujourd'hui. Avant, c'était des censeurs, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de veto. Comme ça fait partie des petites avancées que nous avons eues, ils n'ont pas un droit de veto. Mais pour les décisions importantes, comme il faut les prendre à l'unanimité, chaque État qui dit non a un droit de veto, y compris le représentant français. Mais ce que je dis, c'est, mais cette situation des chefs d'État qui ne peuvent pas prendre une décision de gestion, c'est une décision, ça ne les gêne pas. Ils sont confortables avec ça parce que
ça fait partie d'un ensemble de garanties, de pérennité qui leur sont données au pouvoir. Donc, eux, ça ne les gêne pas. Je reviens sur ce que M. le ministre vient de dire, qui aimerait que les Africains sortent du franc CFA. Mais savez-vous qu'il y a eu un précédent, le précédent malien, les Mali qui était sorti de la zone CFA en 1963, mais il est revenu en 1984. Pourquoi ce revirement? Donc, moi, je pense que nous, les Africains, nous devons aussi nous poser un certain nombre de questions sur ce type de revirement. C'est la raison pour laquelle j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant, si nous voulons aller, donc marcher vers la monnaie africaine qui sera une monnaie unique, donc il nous faut vraiment des préalables. Il faut qu'on fasse les choses étape par étape. Et tous les États africains ne peuvent pas y aller au même rythme. Parce que l'Afrique n'est pas uniforme. L'Afrique est différente et diversifiée. C'est ça. Donc on va avancer. Tout à l'heure, vous disiez, on est tous d'accord, que le franc CFA est une monnaie qui appartient à l'Afrique et à la France. À propos de débat qui est ouvert sur cette monnaie, il y a l'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, avait déclaré à Abidjan en avril, c'était en avril dernier en Côte d'Ivoire, à l'issue d'une réunion avec ses homologues d'Afrique, de l'Ouest et central, il a dit ceci, et je cite, le franc, malgré son nom, est la monnaie des Africains. Ce n'est plus une monnaie de la France. Il a disparu en Europe, vous l'avez dit tout à l'heure. Sur toutes ces questions-là, c'est aux Africains de se prononcer et ce n'est pas à nous de le faire à leur place. Fin de citation. Sur le même sujet, Emmanuel Macron disait, dans sa dernière intervention sur le sujet, ça remonte également en avril dernier, je cite, « Le choix d'abandonner ou non le franc CFA appartient d'abord aux Africains eux-mêmes. Je note qu'en général, le gouvernement africain reste avec raison attaché aux deux espaces monétaires qui constituent la zone du franc CFA et qui contribuent à la stabilité économique et à l'intégration régionale. Je serai entièrement à l'écoute des souhaits de nos partenaires dans ce domaine de coopération exemplaire. » Fin de citation. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire sur ces déclarations de ces autorités françaises qui disent clairement que cette monnaie appartient aux Africains et elles sont ouvertes, n'est-ce pas, aux discussions? Monsieur le banquier, monsieur le ministre. Mais quand le président français dit « je reste à l'écoute des propositions des Africains », ça signifie que c'est lui qui est le maître du jeu. C'est cela. Et c'est à juste raison que le président français dit que c'est avec raison que les chefs d'État soutiennent le franc CFA. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le franc CFA réagit comme un bouclier pour les chefs d'État. Ça protège leur pouvoir. Ça protège leur pouvoir. Parce qu'une monnaie qui est stable fait qu'on ne peut pas voir tout de suite la mauvaise gestion qu'ils font de leur monnaie, de leur économie, parce que tout de suite le peuple va sanctionner cela. Voilà. Donc les chefs d'État n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on change de monnaie, on sorte de la zone euro. Et c'est pour cela que je voudrais dire que la révolution, si elle doit partir, si on peut l'appeler comme ça, ce ne sera pas des chefs d'État. Ce sera la société civile, ce sera le peuple qui, à un moment donné, doit se lever pour dire non. Et d'ailleurs, quand le président français invite les Africains à se prononcer, je voudrais plutôt justement le prendre au mot et lui dire que ce serait bien que cette question du franc CFA soit mise en débat, que cette question soit mise en débat au niveau du peuple. De façon référendaire, nos peuples décident si oui ou non nous voulons maintenir cette monnaie. Voilà. Parce que les chefs d'État ne prendront pas ces décisions parce qu'ils craignent, n'est-ce pas, pour leur pouvoir, pour leur régime. Voilà. Et puis, bon, c'est un faux débat quand le ministre Michel Sapin dit que la monnaie... je veux dire que ce n'est pas notre monnaie dans la mesure où nous ne maîtrisons pas la politique monétaire. Nous ne maîtrisons même pas notre politique budgétaire. Tout est fait au niveau du Trésor et de la Banque de France. Ça ne peut pas être notre monnaie. Ça n'arrange que les investisseurs français. Ça ne peut pas être notre monnaie. Voilà. D'accord, professeur.
rapidement sur le sujet. Mais je pense qu'il a répondu magistralement à la question. Donc, on peut avancer. Oui, on peut avancer. Dernière préoccupation, c'est ma dernière question. Je vais le dire là parce qu'elle est un peu longue. Le maintien du franc CFA après les indépendances des États africains a créé, n'est-ce pas, un environnement économique impropre à tout développement. Ça, vous l'avez dit. Cette absence de perspective dans une Afrique en pleine mutation ne favorise-t-elle pas l'instabilité et les conflits? Maintenant, les préalables indispensables à la viabilité d'une union monétaire ne sont pas réunis. On ne trouve aucun mécanisme de solidarité, ni marché unique, on en a parlé, ni union politique. Bon, même la CEDEAO, ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, comment peut-on parler d'une monnaie unique en Afrique occidentale et centrale, et même d'une monnaie unique sur le continent africain, alors que les conditions ne sont même pas remplies? Professeur. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre la charrie. Voilà. Oui, donc... Vous êtes pessimiste, devant, professeur. Oui. Vous êtes très pessimiste. Parce que l'Afrique nous a montré que les 50 ans d'indépendance n'ont servi à rien. Ont servi à enrichir certains dictateurs. C'est tout. N'ont servi à rien. Les Africains souffrent. Il y a beaucoup de milliers d'Africains qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Par jour. Mais je vous dis, vivre en Afrique, moi qui ai la possibilité de vivre en Afrique et de venir passer des vacances en France, mais je vous dis que vivre en Afrique, ce n'est pas évident. Alors, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. C'est la raison pour laquelle moi, j'en appelle à la conscience africaine. Mais je dis, comme cela a été le cas avec nos pères des indépendances, qui subitement avaient pris conscience qu'il fallait sortir du système colonial. Et ils ont négocié les indépendances. Mais non, perdre des indépendances n'était pas des grands intellectuels. Aujourd'hui, l'Afrique a donc pas mal d'intellectuels, a formé pas mal des enfants africains, sont bien formés. Mais comment ils n'arrivent pas à mieux se prendre en charge pour se gouverner? C'est ça. Donc moi, je pose comme préalable, j'ai dit aux Africains, donc il faudrait d'abord, pour que nous allons, si nous voulons marcher vers la monnaie unique, et quand je parle des préalables, mais je me dis, il faudrait que l'Africain prenne conscience des enjeux qui sont donc des enjeux d'une telle décision. Pour ce faire, donc, il ne faudrait pas qu'une telle décision se limite qu'au niveau de l'élite politique et économique. Mais il faudrait que la population, comme l'a souligné Roger, il faut que la population soit associée. Donc il faudrait que les intellectuels africains, les dirigeants africains fassent une bonne pédagogie auprès de la population. Parce que c'est de leur vie qu'il s'agit. Roger. Oui. En fait, je pense que de toutes les façons, il nous faut aller, il faut changer, il faut qu'on change cette situation. Mais c'est vrai que il faut qu'on s'interroge à quel besoin cela répond. Est-ce que c'est exclusivement pour des raisons politiques et idéologiques? Si c'est pour cela, on va au chaos. Mais si c'est parce que nous voulons véritablement développer nos économies, voilà, alors il faut y aller. Mais il faut y aller en tirant les enseignements de la gestion du franc CFA, en tirant les enseignements même de l'euro. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'une monnaie unique n'est viable que si les économies qui la partagent respectent quand même un certain nombre de critères. Des critères de convergence économique, par exemple, mais aussi des critères de convergence politique et démocratique. Parce que ça, c'est important, parce que c'est ça, en fait, c'est ça le pessimisme qu'il souligne. Voilà. C'est-à-dire que si c'est pour qu'il y ait un seul individu qui est là, qui décide, là, ça pose un problème. Mais si c'est le peuple, de façon souveraine, qui a effectivement la possibilité de décider, les choses vont changer. Voilà. Il faut aller à une monnaie, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Mais on reviendra à cela un peu plus tard. Monsieur le ministre. Notre chance additionnelle à ce que vous avez dit au niveau des peuples, c'est que
les pays anglophones qui ont cette habitude d'indépendance-là, vraiment mettre leur poids pour qu'on ait de la convergence. Mais la CEDEAO, c'est une filiale de l'Union africaine. L'Union africaine est financée à 70%, plus 20% par l'Union européenne et par les pays occidentaux. Où est la marge de manœuvre? Là, c'est ça. D'accord. Donc, pour le moment, je partage le pessimisme. Et en plus de ça, si c'est pour créer du désordre monétaire, vraiment, quand on est pressé, on va lentement. Je cite celui que vous connaissez. Cette émission est terminée. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro de Face à l'Afrique. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez. Allez, bye bye. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.